Œuvre intégrale, Thérèse Desquiroux, texte 1, Incipit, roman. Donc, c'est un roman écrit par Mauriac, auteur du XXe siècle, romancier de la bourgeoisie bordelaise. Donc, tous ces romans dénoncent le conformisme bourgeois, la famille et l'argent, ainsi que les normes sociales de la bourgeoisie. Dans ce texte, Thérèse, le personnage principal, sort du palais de justice. Elle a été accusée de tentative de meurtre avec un empoisonnement donc sur son mari, et elle s'en sort avec un non-lieu. L'avocat ouvrit une porte. Thérèse Desquiroux, dans le couloir dérobé du palais de justice, sentait sur sa face la brume et profondément l'aspira. Elle avait peur d'être attendue, hésitait à sortir. Un homme dont le col était relevé se détacha d'un platane. Elle reconnut son père. L'avocat cria « Non-lieu !» et, se retournant vers Thérèse, « Vous pouvez sortir, il n'y a personne. » Elle descendit des marches mouillées, vit la petite place semblait déserte. Son père ne l'embrassa pas, ne lui donna même pas un regard. Il interrogeait l'avocat, Duros, qui répondait à mi-voix, comme s'ils eussent été épiés. Elle entendait confusément leurs propos. « Je recevrai demain l'avis officiel du non-lieu. Il ne peut plus y avoir de surprise ? Non, les carottes sont cuites, comme on dit. Après la déposition de mon gendre, c'était couru. Couru, on ne sait jamais. Du moment que de son propre aveu il ne comptait jamais les gouttes. Vous savez, la roque. Dans ces sortes d'affaires, le témoignage de la victime. La voix de Thérèse s'éleva. Il n'y a pas eu de victime. J'ai voulu dire victime de son imprudence, madame. Les deux hommes, un instant observèrent la jeune femme immobile, serrée dans son manteau et ce blême visage qui n'exprimait rien. Elle demanda où était la voiture. Son père l'avait fait attendre sur la route de Budos, en dehors de la ville, pour ne pas attirer l'attention. Ils traversèrent la place. Des feuilles de platane étaient collées aux bancs trempés de pluie. Heureusement, les jours avaient bien diminué. D'ailleurs, pour rejoindre la route de Budos, on pouvait suivre les rues les plus désertes de la sous-préfecture. Thérèse marchait entre les deux hommes qu'elle dominait de front et qui de nouveau discutaient comme si elle n'eût pas été présente. Mais gênée par ce corps de femme qui les séparait, il le poussait du coude. Alors elle demeura un peu en arrière, déganta sa main gauche pour arracher de la mousse aux vieilles pierres qu'elle longeait. Parfois un ouvrier à bicyclette la dépassait, ou une carriole, la bougeaillit, l'obligeait à se tapir contre le mur. Mais le crépuscule recouvrait Thérèse, empêchait que les hommes la reconnussent. L'odeur de fourmil et de brouillard n'était plus seulement pour elle l'odeur du soir dans une petite ville. Elle y retrouvait le parfum de la vie qui lui était rendu enfin. Elle fermait les yeux au souffle de la terre endormie, herbeuse et mouillée, s'efforçait de ne pas entendre les propos du petit homme aux courbes jambes arquées et qui, pour pas une fois, ne se retourna vers sa fille. Elle aurait pu choir au bord de ce chemin. Ni lui, ni Duros ne s'en fussent aperçus. Il n'avait plus peur d'élever la voix. La déposition de M. Desquiroux était excellente. Oui, mais il y avait cette ordonnance. En somme, il s'agissait d'un faux. Et c'était le docteur Pédémey qui avait porté plainte. Il a retiré sa plainte. Tout de même, l'explication qu'elle a donnée, cet inconnu qui lui remet une ordonnance. Thérèse, moins par lassitude que pour échapper à ces paroles dont on l'étourdissait depuis des semaines, ralentit en vain sa marche. Impossible de ne pas entendre le fausset de son père. Je lui avais dit « Mais malheureuse, trouve autre chose, trouve autre chose !» Le roman cet incipit parvient à donner envie au lecteur de découvrir le passé de Thérèse tout en masquant les infos essentielles à la compréhension. Dans un premier temps, on étudiera l'utilisation du in medias, puis le personnage de Thérèse et sa relation aux autres, et enfin, pour finir, les informations données. Premièrement, on va étudier l'incipit in medias res, de par tout d'abord le cadre judiciaire, où le lecteur est complètement déjà dans l'action, avec le premier mot l'avocat qui renvoie à la justice, au champ lexical de la justice.
et l'univers de la justice. De plus, le L', l'article défini L', renvoie au fait qu'on est censé connaître la personne, alors qu'en fait le lecteur, c'est le premier mot du livre, il ne le connaît pas, il ne sait pas ce qui va se passer, et du coup ça crée une interrogation allaitante. On a envie de continuer de lire, de savoir qui c'est que cet avocat et pourquoi on est censé le connaître. Donc on retrouve le champ lexical de la justice, ligne 2, palais de justice, ligne 6 avec encore l'avocat, le non-lieu, ligne 11, il a interrogé l'avocat, voilà, ligne 14 avec l'avis officiel et le non-lieu, et ligne 19 avec le mot aveu. Donc on a une répétition assez appuyée sur l'avocat, donc au début du texte quand on ne connaît pas son nom, sur les victimes, donc il y a une répétition de il n'y a pas eu de victime, j'ai voulu dire victime de son imprudence madame, et de plainte. Il a retiré sa plainte, qui avait porté plainte, il a retiré sa plainte à la fin du texte. Donc c'est les termes d'une procédure judiciaire, avec l'exemple donc du non-lieu. Donc on comprend dès les premières lignes, premier mot du texte, que Thérèse a fait quelque chose de mal, de puni par la loi. On a aussi d'ailleurs un paradoxe à propos de ça. C'est normalement le verdict du procès, c'est la fin du livre, la conclusion, l'aboutissement d'une histoire. Mais ici c'est le commencement. Ensuite on a donc cet aspect mystérieux, on ne sait pas qui sont ces personnages, on ne sait pas qui sont ces personnages, on ne sait pas qu'est-ce que Thérèse a fait, etc. Et ça, on voit donc cet aspect de mystère avec le fait qu'elle hésite à sortir. Donc ligne 4, hésiter à sortir. Donc ligne 3, ligne 8. Ligne 3 avec elle avait peur d'être attendue, hésiter à sortir. Et ligne 8, vous pouvez sortir, il n'y a personne. Donc ça renvoie à quelqu'un qui veut pas qu'on la remarque, qui veut pas savoir, qui veut pas qu'on parle sur elle, qu'on la regarde, qu'on se demande ce qu'elle a fait pour sortir du palais de justice. Donc c'est quelqu'un de discret, que ce soit l'avocat, le père ou Thérèse, ils sont dans un cadre de discrétion, ils cherchent la discrétion. D'ailleurs, ils se sentent surveillés et traqués, donc ligne 13, comme si eussent été épiés. Ils sont donc presque en fuite. Ils ont peur que quelqu'un découvre la vérité, sans doute. Donc, ils vont essayer de partir au plus vite. D'ailleurs, on se demande si le père n'a pas honte de sa fille. Donc, il y a le à mi-voix, ligne 12-13, et ligne 10, son père ne l'embrassa pas. Mi-voix, ligne 12, ligne 10, son père ne l'embrassa pas. Donc ça confirme le fait que son père a honte de sa fille. On a aussi le fait que Thérèse ne parle presque qu'en discours indirect libre. Donc on a ligne 29. Elle demanda où était la voiture. Son père l'avait fait attendre sur la route de Budos, en dehors de la ville, pour ne pas attirer l'attention. Ce qui renforce l'idée de mystère et de cachette, de secret, etc. C'est aussi le fait qu'ils attendent le soir pour ne pas être vus.
donc ligne 45, 46. Mais le crépuscule recouvrait Thérèse, empêchait que les hommes la reconnussent. Donc il y a l'utilisation du mot crépuscule qui renvoie donc au soir. Et le fait de reconnaître, le verbe reconnaître, qui fait qu'ils ne veulent pas être vus, pas être reconnus, et on ne veut pas qu'on se pose de questions. Donc le but, vu que c'est le père qui vient la chercher, et l'avocat, c'est de dissimuler Thérèse. Donc on voit, hein, le crépuscule recouvrait Thérèse, empêchait que les hommes la reconnussent, que les autres la reconnussent, que les autres la reconnussent, ça se dit. Donc voilà, c'est vraiment leur but. On veut dissimuler Thérèse qui a, on l'a compris, des choses à se reprocher. Et pourtant, le lecteur, au moment où elle lit ces lignes, c'est le tout début du roman. Et on ne peut pas encore savoir ce qu'elle a fait. Du coup, c'est ce qui va justifier l'immédiatresse, c'est le fait que le mystère reste absolu et que pour savoir et pour connaître la vérité, ce qu'elle a fait et pourquoi elle a été jugée et dite non-lieu, il faut tourner les pages, lire et arriver jusqu'au bout du roman. Donc ça, c'est l'intérêt du immédiatresse. Deuxièmement, on a le personnage de Thérèse. Donc tout d'abord, on a un portrait physique bref, certes, mais présent, donc avec son caractère et son moral aussi. Donc il y a peu d'éléments qui se rapprochent du physique. On a juste un ou deux petits passages. Jeune femme immobile, serrée dans son manteau, blême visage qui n'exprimait rien. Donc ligne 28-29. Donc qui exprime effectivement l'oppression, le fait d'être refermée sur elle-même, d'être complètement effacée aussi. Avec le fait qu'elle soit rejetée aussi par les deux hommes, ligne 37-40. Le fait que Thérèse marchait entre les deux hommes qu'elle dominait du front et qui de nouveau discutaient comme si elle n'eût pas été présente. Donc là on assiste vraiment à quelqu'un d'effacé, de peu présent, qui ne s'affirme pas vraiment. Donc ce blême visage qui n'exprimait rien, blême c'est renvoie au fait qu'on ait un visage très blanc, très pâle, donc comme un mort, comme un cadavre. Donc on a un certain parallélisme avec la souffrance, la mort qui est complètement opposée à la vie, à sa vie actuelle qu'elle est en train de vivre. Donc on sait déjà que ça va être une femme assez renfermée et exposée à la déprime et potentiellement à la mort. On sait aussi que c'est une femme peu démonstrative et que elle s'en fout que les autres parlent d'elle, qu'elle se sent pas concernée. D'ailleurs, elle a une seule réplique au discours direct, donc ligne 24, il n'y a pas eu de victime. Et sinon, c'est du discours indirect. Donc ligne 29-30. Elle demanda où était la voiture. Donc elle ne s'implique absolument pas dans un dialogue. Et donc ça insinue que c'est une femme complètement détachée du monde
extérieur mais en contact avec la nature. Donc ça c'est tout un passage, deux passages, donc ligne 2-3 avec la brume sur son visage, et ligne 41-43. Elle demeura un peu en arrière, décanta sa main gauche pour arracher de la mousse aux vieilles pierres qui longeaient. Donc elle est assez proche de la nature. Et ligne donc 49-50, où elle fermait les yeux au souffle de la terre endormie, herbeuse et mouillée. Voilà. Donc ça montre qu'elle se référence assez à la nature, qu'elle va même la toucher, la sentir. C'est ce qui va la rendre, lui donner un peu de courage, un peu de volonté. Donc comme au tout début du texte, où sentir sur sa face la brume et profondément l'aspira, et vu qu'on sait qu'elle a eu peur, etc. C'est quelque chose qui la réconforte. Ensuite, elle a une relation aux autres personnages assez particulière. Donc on va commencer par le père. Donc le père qui apparaît ligne 4, 5, 6. Un homme dont le col était relevé se détacha d'un platane. Elle reconnut son père. Il y a une distance entre le père et la fille et aucune communication. On le sait parce que son père ne l'embrasse même pas, ne lui donna même pas un regard. Donc, sans regard, il n'y a pas de communication, on n'écoute pas l'autre, on ne regarde pas l'autre. C'est vraiment... on l'oublie. D'ailleurs, les phrases négatives, donc son père ne l'embrassa pas, ne lui donna même pas un regard, renvoie au fait qu'il n'y a pas d'affection et pas de contact entre ces deux personnages, entre Thérèse et son père. On a aussi ligne 52, qui pas une fois ne se retourna vers sa fille, donc vraiment il la dénigre et il l'oublie, quoi. D'ailleurs, l'auteur utilise deux périphrases pour le père. Donc ligne 4 avec un homme, et ligne 51 du petit homme, courbe jambes et arqué. Donc c'est des périphrases pour désigner le père, avec un vocabulaire assez péjoratif, donc petit homme, aux courbes jambes arquées. Donc vraiment assez péjoratif. De plus, on a aussi le déterminant indéfini qui vient renforcer le fait que lui et sa fille sont très distants. Et donc l'auteur écrit en fonction de la vision de Thérèse, et du coup on voit que Thérèse voit son père comme quelqu'un de juste un homme parmi tant d'autres. On sent que ça touche à peine Thérèse que son père ait honte de sa fille et qu'il se cache. On peut penser que c'est un homme assez mesquin et petit d'esprit, parce que justement il se cache, dont le col était relevé, qui se détache d'un platane. Ça veut dire que il est quand même il s'est quand même caché derrière un platane, le col relevé, donc on peut imaginer qu'il essayait de se faire pas reconnaître. Donc tout ça renvoie quand même à un homme assez mesquin qui va oublier sa fille pour l'honneur, et qui est très loin de sa fille et de ce qu'elle est en train de vivre, et donc il la méprise presque. Non, pas presque, en fait, il la méprise complètement. Et tout le long de ce passage, ce personnage de père va être complémentaire avec celui de l'avocat. Donc l'avocat qui apparaît dès la première ligne et qui joue un rôle jusqu'à
ligne important jusqu'à la ligne 6 quand même. Enfin, l'avocat c'est un symbole de liberté, le non-lieu c'est un symbole de liberté, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de crime, donc voilà, elle est libre, elle peut vivre et être tranquille. Mais ligne 8 où vous pouvez sortir, il n'y a personne, veut dire qu'il fonctionne quand même dans le secret, dans le fait d'être assez renfermé. 11-12, on a la restitution de la voix du père et de l'avocat. Donc ils sont en train de parler à deux, donc c'est un dialogue à deux. Et Thérèse est complètement rejetée. Donc avec leurs propos, elle entendait confusément leurs propos, donc à partir de la ligne 11 jusqu'à 26, on a un dialogue qui se construit sur deux personnages et Thérèse n'est juste que des oreilles parmi d'autres et qui les suit. Et la phrase toute faite, les carottes sont cuites, qui renvoie quand même à de la conformalité. Ils sont cadrés, ils restent à partir de phrases toutes faites, ils vont pas plus loin sur les apparences. L'avocat et le père sont soucieux de l'honneur de la famille et pas de Thérèse, pas de ce qu'elle ressent elle, de ce qu'elle vit elle, de comment elle ressent, de pourquoi elle a commis ce crime. Et il y a quand même une certaine progression dans le dialogue. Donc ligne 37 et 39. Qui renvoie donc à du mépris, à de l'ignorance, pareil. Hein. Thérèse marchait entre les deux hommes qu'elle dominait du front et qui de nouveau discutaient comme si elle n'eût pas été présente. Mais gêné par ce corps de femme qui les séparait, il le poussait du coude. Et ça, c'est... On la rejette, on la met de côté, et c'est du mépris, de l'ignorance. Je disais pour le dialogue avec la progression, on a aussi qu'au début on parle à mi-voix. Et puis ligne 54, il n'avait plus peur d'élever la voix. Donc ça symbolise bien que le père et l'avocat sont deux personnages hypocrites qui en ville ne veulent pas que les choses se sachent, donc toujours avec cette idée de mystère aussi. Et qu'une fois sortis de la ville, une fois seuls, ils vont crier, parler et enfin, voilà, ils veulent juste pas que ça se sache. Donc l'association avocat et père trouve deux personnages masculins contre une personne féminine, donc elle est quand même dominée, on va dire. On a d'ailleurs donc pour insister sur le mépris, le fait qu'on la prenne pour quelqu'un de stupide et le fait qu'on lui a imposé un discours en fait, parce que c'est ça, hein, on lui a imposé un discours. Il y a la répétition, enfin la dernière phrase donc du père, prononcée par le père. Je lui ai assez dit, mais malheureuse, trouve autre chose, trouve autre chose. Donc ça c'est complètement du mépris, de l'ironie, elle n'est pas vraiment malheureuse, on sait juste que ça envoie à quelqu'un de stupide, ça marchera jamais ton idée, trouve autre chose, il faut que tu sauves l'honneur de la famille. D'ailleurs, on sent qu'on lui a imposé ce discours parce que Thérèse, moins par l'attitude que pour échapper à ces paroles dont on l'étourdissait depuis des semaines, le verbe étourdissait, enfin étourdir, c'est vraiment, on lui tape sur la tête pour lui faire rentrer un discours dans la tête et qu'elle le dise au tribunal à tout le monde.
et que ça soit vrai, vraisemblable et qu'on y croit. Donc pour terminer cette deuxième grande idée, donc rapport de force, donc c'est un trio mais de personnages masculins contre une personne féminine, ça je l'ai déjà dit, et qu'on sent que dès la première page du livre, Thérèse est en opposition complète avec le monde qui l'entoure, donc en opposition à la société que représente l'avocat et à sa famille que représente donc son père. Ensuite, dans un roman est très important, c'est là où on va avoir le plus d'informations, donc le premier chapitre en plus général. Et c'est là où on aura l'information comme le spatio-temporel et les enjeux les enjeux de l'histoire et de l'aventure qu'on va partager avec le personnage principal. Donc, premièrement, avec le spatio-temporel, on a dans l'espace le palais de justice, ligne 2, qui renvoie donc au monde judiciaire et comme tout le monde a dit, le jugement, les preuves, bref. On a aussi quelques infos très brèves, donc ligne 32, Budos. C'est un lieu, mais on n'en sait rien. Enfin, on ne sait pas la région. On ne sait pas où ça se passe, quoi. On sait juste qu'il y a un mot et c'est tout. Donc c'est très différent des normes du roman, donc du 20e, 19e, 20e, où généralement on fait une grande description de l'endroit, des personnages, etc. Mais là, on n'a pas de descriptif, on a un mot, un lieu, à la limite, palais de justice, mais c'est tout. On sait juste qu'il y a Thérèse, l'avocat et le père sur une place. Voilà, une place, une ville qui semble déserte, avec donc les répétitions de déserte. Donc les répétitions de ville, de désert, de place et de petite. Donc l'adjectif petit, petite renvoie quand même à un espace assez mesquin, assez restreint et fermé donc d'esprit, comme même signification que pour le père quand on lui dit du petit homme. C'est assez péjoratif. On voit donc quelque chose d'assez voilà, hypocrite, donc toujours dans cette idée de superficialité. Et pour le temporel, donc là on a un peu plus de choses, un peu plus d'informations. On a ligne 44-48, donc mais le crépuscule recouvrait Thérèse, empêchait que les hommes la reconnussent. L'odeur de fourmis et de brouillard n'était plus seulement pour elle l'odeur du soir dans une petite ville. Elle y retrouvait le parfum de la vie qui lui était rendu enfin. Elle fermait les yeux au souffle de la terre endormie, etc., etc. Donc là, on a déjà le crépuscule, donc on sait que c'est la tombée du jour. Et par métaphore, tombée du jour, c'est aussi la mort, un peu. Mais le crépuscule recouvrait Thérèse, donc recouvrir Thérèse, crépuscule, mort, voilà. Métaphore du drap mortuaire. Donc ça, on en déduit que Thérèse est déjà condamnée à mort. Donc voilà, on sait un peu quelques petits trucs qui vont lui arriver. Et ligne 33 et 33, 44, j'ai déjà dit, non 33. Traverse la place, des feuilles de platane étaient collées au banc trempé de pluie. 33, 34, à mon avis. Donc là, feuilles de platane collées au banc trempé de pluie. Automne.
symbole de l'automne. Donc vous savez bien que l'automne c'est le fait de périr, de dépérir, de mourir, encore une fois. Donc on a un thème assez gros sur la mort et une partie assez sombre sur ça. Alors elle demeura un peu en arrière des Cantas, sa main gauche pour arracher de la mousse aux vieilles pierres qu'elle longeait. Donc elle longeait. Parfois un ouvrier a bien de les dépasser, une carriole. La boue jaillit, l'obligeait à se tapir contre le mur. Donc ça, ouais, ligne 44, ces deux petites phrases là. Donc on a cette image emmurée vivante, donc vieille pierre qu'elle longeait et l'obligeait à se tapir contre le mur. J'ai l'impression qu'elle est prisonnière, donc c'est vraiment un symbole de prison pour elle, emmurée vivante. Ensuite, les dialogues dont sont entrecoupés les paragraphes ont un but assez informatif. Donc, par exemple, on a ligne 64. Ta gueule. Donc, je disais ligne 64-65, donc je lui ai assez dit, mais malheureuse, trouve autre chose. Et ligne 56 à 57, mais il y avait cette ordonnance, en somme, il s'agissait d'un faux de citation qui renvoie à un témoignage faux, donc qui est clairement dit, donc s'agissait d'un faux. Donc, on sait que le témoignage de Thérèse est faux, que du coup, si elle a menti, c'est qu'elle a fait quelque chose et qu'elle veut pas que ça se sache parce que ça doit être condamné par la loi, par la justice. Si le ligne 25, il n'y a pas eu de victime, j'ai voulu dire victime de son imprudence, madame. Donc, il n'y a pas eu de victime, mais il y a bien eu un crime, vu qu'on sait que c'est faux ce qui a été dit. En gros, à partir de cet incipit, le lecteur doit deviner et reconstruire l'histoire de Thérèse, car on ne sait pas tout. On ne sait pas qui est l'avocat, pourquoi il est là, on ne sait pas pourquoi il y a eu une non-lieu, on ne sait pas comment s'est déroulé le jugement, on ne sait pas les preuves, on ne sait pas les témoignages, on sait juste que c'est faux, qu'elle a fait quelque chose de pas bien et qu'il y a eu empoisonnement. Pourquoi je vous dis qu'il y a eu empoisonnement? Parce que ligne 20, on sait que du moment que de son propre aveu, il ne comptait jamais les gouttes. Les gouttes, à l'époque, hein, les gouttes c'était des médicaments, logiquement. Donc c'est vraiment une allusion à l'empoisonnement. Mais on s'en doute fortement. Donc pour conclure, c'est un incipit réussi. Donc il y a toutes les indications pour rentrer dans l'histoire. Et pas toutes les réponses. Donc on ne sait pas, encore une fois, ce qu'elle a fait, etc. Ça je vous l'ai déjà dit. Mais ça incite énormément le lecteur à lire, grâce notamment à l'immédiatrice, parce que l'avocat ouvrait une porte, on ne sait pas qui est l'avocat, on ne sait pas qu'est-ce qui ouvre une porte, et pourquoi il y a un avocat alors que le texte c'est Thérèse d'Esquerro. Donc, cette immédiatrice de ce mystère laisse le lecteur en position d'attente et en interprétation libre. Car le titre du roman annonce le personnage principal et on obtient dans ce texte sa description morale et physique, mais bon, peu de choses encore. Ma caméra s'est arrêtée, c'est bien. J'ai pas fini mon vidéo, c'est nul. Du coup, je vais la finir là, d'accord? Vous m'en voulez pas. Je disais, du coup, encore une fois, que le titre du roman annonce le personnage principal et qu'on obtient dans ce texte sa description morale et physique, donc incomprise, fragile et seule, abandonnée. D'ailleurs, on comprend que elle n'arrive pas à se faire comprendre
et à communiquer. Grâce au non-lieu, elle cherche la liberté. Mais elle ne la trouvera que au dénouement, à la fin du roman, lorsqu'elle ne sera plus sous la coupe ni de son père ni de son mari. Et donc dans l'exhibit où le symbole de l'automne sera inversé car il laissera place au printemps. Voilà, c'était pas si compliqué que ça, mais ça m'a pris je sais pas combien de temps parce que y a des téléphones qui sonnent, des chiens qui aboient et des caméras qui s'éteignent. Je suis déçue.